Et donc, t'as pas été, en France, t'as pas été voir d'éditeur par contre. Si, on en a vu beaucoup, mais on a décidé de rester auto-édité en fait. Disons qu'au tout début, on pensait que c'était pas possible de se faire éditer si t'es pas connu. On s'est dit on va devoir frapper à chacune des portes et dire s'il vous plaît, on va écrire un livre, on va dire mais vous êtes qui, etc. Donc on s'est dit on va le faire sans. On a vu qu'avec Amazon, qui à l'époque ça s'appelait Direct Publish ou je sais plus quoi, CreateSpace pardon, et maintenant c'est KDP, qui te permet en gros, quand tu as écrit ton bouquin en version PDF, pour schématiser, tu coches une case, une petite checkbox en ligne, qui dit que quand quelqu'un va acheter ton livre sur Amazon, ils vont l'imprimer et ils vont lui envoyer. C'est du Amazon Print on Demand. Et donc, c'est-à-dire que tu n'as pas de frais de logistique, de stock, etc. Juste, tu le mets dessus et t'attends, et quand quelqu'un veut l'acheter, bah, ça imprime, ça lui envoie et ça se fait en 48 heures. Ce qui est vraiment, vraiment bien quand tu t'y connais pas et tu trouves pas d'éditeur. Et donc, on a fait ça et le bouquin a vite atteint 3000, 5000, 6000 ventes. Et là, on a été contacté par Erol, et puis après Hachette, Pearson. Je crois qu'on avait dû avoir entre 8 et 10 éditeurs qui sont venus vers nous pour nous dire ouais, il est cool votre bouquin, est-ce que vous voudriez pas qu'on vous l'édite? Et du coup, bah, on les a rencontrés pour essayer de comprendre un peu le marché, comment ça marche, comment tu fais pour aller à la Fnac, comment tu fais pour être, je sais pas, en point relais, et quel est le métier de l'éditeur, qu'est-ce que c'est un diffuseur, qu'est-ce que c'est un distributeur. Et du coup, bah, on a compris un peu tous ces trucs-là, et puis on s'est dit que finalement, si on le faisait nous-mêmes, comme c'était déjà le cas, on le ferait mieux. Et voilà, donc on est resté sur ce chemin-là. Donc, ce que tu dis, c'est que les éditeurs, à la fois, ils sont pas forcément intéressés pour bosser avec toi si tu n'es pas connu, mais tout d'un coup, si ton livre commence à fonctionner, eux, ils suivent un peu les rankings sur Amazon, ils te voient monter, tout d'un coup, ils essayent de te proposer un truc parce qu'ils voient que ça a déjà été prouvé. Ouais, c'est un peu ça. Après, je pense que si t'es un auteur pas connu et que t'as un bon concept ou un début, une bonne ébauche, tu vas les voir, ils peuvent être intéressés. Je crois qu'il y en a qui reçoivent, je sais pas, 1000 bouquins par semaine ou qui doivent lire en diagonale pour savoir lesquels ils vont prendre. Mais en effet, t'inverses vite la tendance à partir du moment où ton bouquin commence à être ce qu'il appelle un succès à partir de, je sais pas, 5 ou 6000 ventes. Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait ce succès initial du livre? En fait, en vrai, quand on l'a sorti, tu sais, quand c'est toi qui l'écris, t'as vachement de mal d'avoir le recul de dire est-ce que c'est vraiment bien ou pas. Donc moi, je le trouvais bien, mais je me suis dit, bon, après, tu vois, je l'ai écrit avec des potes et tu vois, c'était assez dur de s'en rendre compte. Et je me suis dit, si on se débrouille bien, il y a ma mère qui va l'acheter parce qu'elle m'aime, il y a mes potes qui vont l'acheter parce que je vais leur dire de l'acheter. Et puis on va faire 300 ventes et puis, tu vois, c'est cool, quoi. Puis en plus, le bouquin sera physique et un jour, je passerai chez un pote et je verrai un bouquin en dur dans son armoire et voilà, ma fierté, elle sera là et je serai content et je pourrai dire j'ai écrit un livre. C'était un peu ça l'objectif. Et en fait, le succès est arrivé, on sait pas trop comment. Je pense que c'était un combo de petits trucs. Alors, il y a des choses où on dépendait pas trop de ça. Tu vois, je dis, les Échos nous ont fait un article qui, du coup, nous a mis vachement en avant. On a eu un article dans Merci Alfred qui a généré beaucoup de ventes. Et par exemple, un article sur les échos, ça arrive comment? C'est un truc, c'est un coup de chance, c'est un journaliste qui tombe sur un livre et qui décide d'écrire parce qu'il a besoin d'écrire un papier, ou c'est quelqu'un que tu connais? Est-ce qu'il y a une ficelle que tu tires Euh, pour réaliser ça? Comment ça fonctionne? Alors pour les échos, non, c'était, je crois qu'il n'y a pas eu de RP, ça a été pioché, un journaliste qui a dû tomber sur le bouquin et ça lui a plu. Du coup, on s'est dit tiens, c'est cool les RP et on a essayé de contacter plein d'autres journaux et ça l'a pas trop fait. Je pense que tu vois, ils l'ont vu du point de vue un énième livre sur la productivité. Euh, Après, en fait tout dépend de l'histoire que tu racontes et de l'angle que tu donnes. Euh, Tu vois, je crois que c'était vers la rentrée, il y avait le sujet de. Tu as eu toute la période un peu burn-out et tout ça qui marchait bien avec notre livre, de dire travailler mieux pour travailler moins, donc arrêter le burn-out. Et puis il y a eu plein d'articles sur ces sujets-là. Puis à la rentrée, tu avais le sujet un peu les bonnes résolutions. Donc dans les bonnes résolutions, je vais travailler moins de temps par jour. Donc là, il y a France Info qui m'a contacté pour faire une apparition à la télé dans une émission live, je sais plus trop quoi, enfin, quelques minutes, mais parce qu'il y avait un sujet d'actualité qui n'était pas juste un livre sur la productivité. Donc je pense que c'est intéressant de réfléchir à se dire mon livre, en fonction de la période ou des news, comment il peut surfer dessus, et si tu contactes des journalistes, à les approcher avec cet angle-là. En gros, préparer leur histoire et leur dire bah tiens, ça peut marcher parce qu'il y a ça. T'as lu un livre de Ryan Holiday qui s'appelle Croyez-moi, je vous mens. Ah non. Parce qu'il a un concept assez proche qui est de dire qu'en fait, euh,
les journalistes, ils se copient tous un peu les uns les autres et ils ont besoin de sortir énormément de trucs. Et en fait, lui, il travaille vraiment sur comment est-ce que tu vas faire pour leur pré-mâcher une histoire. Et notamment, il a ce concept assez intéressant où il va commencer par pitcher son histoire à des blogs pas super connus, mais qui sont lus par pas mal de journalistes et essayer de monter en fait l'échelle comme ça, où te dire tu vas pas directement arriver sur les gros médias, mais tu commences sur les médias un peu plus petits, mais que les autres lisent pour trouver des histoires, et tu remontes comme ça. Et notamment l'idée de ce que tu disais sur ce que lui appelle le newsjacking, c'est-à-dire de trouver un concept qui est déjà là. Eux, ils ont besoin de quelqu'un pour en parler. Ils ont besoin d'un gars qui va être l'expert XY ou ou ils ont besoin d'une histoire qui est connectée à un truc qui fonctionne déjà. Et donc, tu cadres tout essentiellement en faisant le boulot du journaliste à sa place, en pariant sur le fait qu'il est là, il a pas mal de trucs à sortir. Si tu lui donnes un truc qui est presque tout fait, tout cuit, il a des chances de sauter dessus. Et c'est drôle parce que ce que lui raconte, c'est assez proche de ce que toi tu dis, ce qui a marché pour vous. La question que je me pose au niveau du livre, c'est par exemple, tu dis les échos, ça avait bien fonctionné pour vous. Tu veux dire que tu as vu vraiment un impact en termes de vente, ou est-ce que c'était plus une question de notoriété? Les deux, vraiment. Donc nous, on suit les ventes. Alors l'avantage quand t'es pas chez un éditeur, c'est que tu suis tes ventes toi-même. Donc au lieu de recevoir un pauvre suivi tous les trimestres approximatif et d'être payé 1 an et demi après, machin. Là, au jour le jour, en tout cas avec Amazon, t'as ça. Et du coup, effectivement, on voyait les pics de vente. Tu vois, quand on a eu l'article de Merci Alfred, on a dû faire, je sais plus, entre 500 et 1000 ventes sur la journée. Et du coup, ça te fait rentrer dans l'algo Amazon de top vente. Donc, t'apparais sur la front page. Donc, t'as plus de vues. Donc, t'as plus de ventes. Et tu restes dessus. T'as un truc organique. Donc, je pense que c'est un peu comme... tu vois, moi, dans mon ancienne boîte, on s'occupait de faire des applis mobiles, iOS et Android, que tu mets sur les stores. Et les algos sur ça, c'est lié au rating, donc à la note que tu as. Donc une appli qui a 5 étoiles, elle sera plus mise en avant. Et aussi au nombre de téléchargements que tu vas avoir sur une certaine durée. Pour iOS, c'est ça. En gros, si sur 24 heures, tu as 10 000 téléchargements, tu vas te retrouver dans un top, etc. Et en gros, c'est un peu le même algo que tu as sur Amazon avec les bouquins. Et donc, il faut se dire, si jamais tu veux lancer une campagne payante ou gratuite ou de pub ou quoi que ce soit, c'est assez intéressant de la centraliser sur une période assez courte pour avoir un maximum d'impact et rentrer dans des tops qui eux-mêmes vont générer de la croissance organique. Donc, il y a un effet boule de neige, il y a un effet de vélocité qui fait que plus tu concentres tes efforts sur un truc, plus ça va déclencher d'autres éléments, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.